probablement de pas avoir fait un petit switch d'ordinateur, je pense pas. Oui, pour quelques images. Je vais surtout dire quelques mots parce que c'est pour raconter un peu oui, effectivement, la suite de l'histoire, moi, que je connais plus depuis les années 80, et que tu as largement évoqué. Non, simplement pour dire que ce que tu as souligné d'ailleurs, la situation dans laquelle on est arrivé à la fin des années 80, donc avec Jean-Marie, on a tous les deux intégré, Jean-Marie Dutilleul, la SNCF, les architectes de la SNCF. Je sais pas si on voit. Si. En fait, tu montres des gares qui n'ont plus beaucoup d'ambition à cette époque-là. D'ailleurs, les dernières reconstructions, tu parles finalement, la dernière gare que tu as montrée, je crois, c'est 68 avant les années 80. Ce qui c'est un gap. Et c'est vrai que quand on est arrivé, je me souviens dans la SNCF, les gens qui étaient là, les architectes, nous parlaient encore de la gare de 68, quoi. C'était la dernière grande œuvre qui avait été faite. Et on sentait que il y avait une espèce de nostalgie, de regret, qui était lié au fait que la gare, en fait, le déclin de la gare dans la ville avait été entraîné par le déclin du chemin de fer dans la société, tout simplement. C'est-à-dire qu'on était à la pleine époque de l'avion. Si on voulait vite, on prenait l'avion. Si on voulait avoir de la souplesse, on prenait la voiture. Et donc le train, il n'y avait plus que les bidas le samedi soir, ou les congés payés quand les gens qui n'avaient pas de bagnole, qui étaient bien obligés de prendre le train. Et en fait, l'arrivée du TGV, ça a été le chemin de fer a repris droit de cité dans la société, quoi. Et du coup, on a et la SNCF d'ailleurs l'a pas senti tout de suite quand elle a mis en service le premier TGV Paris-Lyon. Elle s'est dit bon chouette, je prends une navette, je prends un avion, je lui coupe les ailes, je le mets sur des rails et hop, en 2 heures on est à Lyon. Et les gares ont été peu transférées. Alors il y a eu la gare de la Part-Dieu, mais qui est pas, on le voit dans ses volumes initiaux, qui est pas non plus qui a pas beaucoup d'ambition. Et la SNCF a pris conscience à ce moment-là que finalement son apport et justement les différenciés de l'avion, c'était que c'était un service complet des trains plus des gares. C'est-à-dire on prenait en charge le citadin au cœur de la ville. On l'amenait dans le train, il fallait l'amener dans des espaces confortables, qui une certaine visibilité, une lisibilité, et à l'autre bout, voilà, on lui offrait tous les transports de la ville. Et donc, ça a été l'occasion, et la première démonstration, ça a été le TGV Atlantique, où on est intervenu sur une trentaine de gares de mémoire, soit pour une restructuration complète comme à Montparnasse, soit pour la création de gares nouvelles le long de la ligne, soit simplement pour remettre un coup de peinture, mais avec toujours cet esprit de dire on crée un réseau et on crée. Et à chaque fois, la gare est un point d'ancrage dans la ville qui doit être confortable, qui doit être facile à utiliser, qui doit être lisible et qui exprime la réémergence du chemin de fer dans la ville. Et alors pour faire ça, on a donc l'équipe qui s'est montée à l'époque a fait un très gros travail en même temps de formalisation, de théorisation de son action en même temps que les projets se faisaient. C'était très riche. Il y avait cette itération entre le projet et les principes. Et un des premiers principes, a concerné l'intermodalité. C'est-à-dire que on le voit dans ce qu'a présenté Bertrand, les gares ont été inventées à une époque où on arrivait à la gare à pied ou à cheval. C'est le premier transport mécanisé. C'est aussi pour ça que ça faisait très peur et qu'il fallait l'enrober au début dans des compositions néoclassiques, parce que les gens qui prenaient le train, c'était le premier transport mécanisé. Ils n'avaient jamais pris ni la voiture, ni la moto, ni je sais pas quoi. Enfin, ils étaient tout ce qu'après on a connu. Et donc, il fallait amadouer la machine, la rendre acceptable. Mais depuis, tous les autres transports mécanisés de la ville se sont développés. Les voitures, les motos, les RER, les trams, tous les moyens d'accéder à la gare. Et on le voit quand on y pense, on se dit, jusque dans les années 80, la manière dont on a branché ces différents transports de la ville, c'est des plombiers qui ont fait ça, quoi. Ils ont mis des tuyaux supplémentaires qui allaient se greffer pour alimenter la gare, mais sans que ne soit repensé à aucun moment l'espace du piéton, puisqu'à un moment on est quand même piéton entre deux modes de transport, pour aller du tramway au train, de son vélo au train, de sa voiture au train, etc.
Et donc, le premier principe, et s'il y en avait qu'un, c'est celui-là qu'on aurait gardé, était de dire quand on retravaille ces gares, soit pour en créer une nouvelle, soit pour les transformer, il faut recréer un espace majeur, effectivement, de convergence de tous les flux de la ville pour pouvoir, à un moment, se retrouver, avoir l'information et aller prendre son train. Et aussi, une idée qui a vraiment traversé tout ce travail sur les gares, que il faut que le fonctionnement se lise dans les volumes. C'est-à-dire que la gare est un lieu complexe, et son usage est encore complexifié par l'état psychologique dans lequel on est, quoi. Même les gens les plus intelligents deviennent bêtes dans les gares, quoi. Moi, le premier, je veux dire, je suis bien bête dans une gare parce que voilà, on est anxieux, on va rater son train, etc. Et donc, on arrive mal à lire même la directive, on est bon. Et donc, il faut absolument que on arrive, on comprenne comment se diriger, où aller prendre son train, si on avait 5 minutes de plus, comment aller acheter son journal et son sandwich, mais que tout ça se lise dans la pensée, et que, y compris le cheminement, c'est-à-dire on a beaucoup travaillé avec les équipes sur la géométrie des gares, la manière dont les structures dont tu parles, qui vont couvrir les grands espaces, géométrise l'espace, parce que géométrise l'espace, c'est donner des repères spatio-temporels, c'est-à-dire on se dit, voilà, je suis à telle distance de trucs, et même inconsciemment, on se dit, je vais mettre 10 minutes pour aller acheter mon journal, ensuite prendre, voilà, et puis si je vois qu'il y a la queue, ce kiosque-là, je peux aller à l'autre, et bon. Donc cette espèce de volonté de lisibilité. Et en même temps, effectivement, un travail très soigné sur la manière dont s'affiche ce bâtiment dans la ville pour devenir un lieu donc d'usage et j'allais dire d'agrément de l'usage, qui est aussi une colle, quoi, de toutes les gares, parce que c'était une réflexion aussi qui traversait le travail de ces équipes. C'est un lieu de la foule, et paradoxalement, tous les lieux de la foule ne sont pas répulsifs. C'est-à-dire, quand vous allez au marché le samedi matin, vous êtes heureux d'être dans la foule, on se frotte, il y a un plaisir de la foule. Et ça, c'était vraiment un fond de réflexion. Pourquoi des foules rendent agoraphobes et d'autres agoraphiles, quoi. C'est quand même très étrange, quoi. Et donc, comment l'architecte peut travailler sur ces espaces pour faire en sorte que ces espaces urbains, qui sont de grands espaces où se joue un peu la société. C'est ça le sujet. C'est-à-dire que si l'urbanisme, c'est l'art de créer le cadre de la vie sociale, eh ben, les gares, c'est une hypertrophie de l'urbanisme, quoi. C'est le lieu où on rencontre les autres, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, par hasard, où se crée quelque chose de l'ordre de la sociabilité, voire certains, un peu lyrique, de la citoyenneté, quoi. On vit avec les autres dans une gare de manière un peu, où tout est un peu hypertrophié, finalement. Voilà. Alors, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est 3 gares qui sont, alors pas nécessairement du TGV, mais qui sont très caractéristiques de ce travail qu'ont fait les équipes là pendant 30 ans, 10 ans au sein de l'agence des gares, donc dans la SNCF, et puis au bout de la 10e année où on était là, dans les tilleuls, on a convaincu la SNCF de créer AREP, qui était donc cette filiale d'architecture, urbanisme, design, programmation, ingénierie, avec une double idée en fait en créant cette AREP. D'un côté, de pouvoir avoir des équipes, parce que bon, l'établissement public SNCF, on sait ce que c'est pas très facile d'embaucher, c'est très bon, et donc on leur a dit, on a besoin de plus de gens pour tout le travail que vous demandez, donc de structurer les équipes, donc voilà, ça on pouvait le faire. Et puis la deuxième chose qu'on avait remarqué, c'était que il commençait à y avoir des gens à l'extérieur qui s'intéressaient à cette équipe, qui disaient, mais finalement, ces architectes là qui réfléchissent à ces grands lieux complexes que sont les gares, nous, par exemple, dans les collectivités ou bien dans des gestionnaires de grands équipements publics, ça nous intéresse, vous pouvez pas travailler pour nous? Ben, on dirait, non, on est dans la SNCF, on travaille pour la SNCF, bon. Et en créant AREP, on a pu puis le champ, et AREP pendant 20 ans a vécu avec la moitié de son plan de charge pour la SNCF, en étant donc voilà, en transformant ces 5000 puis 3000 gares, j'allais dire, et en les faisant évoluer au gré des besoins. Et puis d'un autre côté, en travaillant pour des clients en France et à l'étranger, donc sur beaucoup de gares effectivement, et aussi d'autres grands équipements publics. Oui, j'aime bien montrer, comme j'ai juste 3-4 gares que je vais montrer qui sont caractéristiques de ce travail. Donc la gare Saint-Lazare, effectivement,
parce que bon, la gare Saint-Lazare, c'était ces grandes salles des pas perdus au niveau des quais, qui étaient visibles de l'extérieur au départ, puis qui avaient été enrobés par Juste Lich là, quand il a agrandi la gare, notamment en l'épaississant là du côté par devant, et bon pour avoir la configuration que vous connaissez aujourd'hui, toutes les halles, tout ce jeu de halles derrière, les deux bâtiments en dur qui encadrent une petite halle transversale qui est la salle d'appât perdu. Et donc le projet a été extrêmement simple finalement. Il a été là aussi les manières de recréer un lieu unique où à un moment tout le monde passe, et ça y est, on se repère, et qui relie non seulement la ville à l'horizontale, j'allais dire la ville et le train, mais à la verticale tous les transports de la ville, parce que ce qui caractérise aussi l'évolution de la ville depuis la création du chemin de fer jusqu'aux années 80, c'est que la ville est passée d'une ville à 2 dimensions à une ville à 3 dimensions. Dans votre vie quotidienne, vous montez et vous descendez aussi souvent que vous allez à gauche et à droite ou tout droit, quoi. Et donc cette affirmation que la ville est maintenant à 3 dimensions et que du coup il faut redonner une connexion entre ces 3 dimensions qui forment tout le sol de la ville. Le sol de la ville, c'est pas simplement le plancher des vaches, si je puis dire, c'est aussi ce qui est en dessous. On le fait à travers un travail extrêmement simple qui est de dire on creuse la salle des pas perdus et on relie les 3 niveaux principaux de la gare, celle des transports souterrains, celle de la ville qui est en face où il y a les trottoirs, les voitures, les bus, et puis celle du niveau du dessus où il y a les trains. Voilà. Et donc ça a donné lieu à cette grande cette grande nef avec une des caractéristiques aussi, c'était que ce qui caractérise les gares, c'est la grande complexité des travaux en milieu urbain, en milieu exploité. Il n'y a pas eu un seul train d'arrêté pendant 3 ans, avec malgré les 450 000 voyageurs qui passent chaque jour. Et donc il y avait, je crois que c'était 52 phases de travaux pour faire passer les gens à gauche, à droite. Voilà. Les gares qui s'étendent en souterrain, et donc là aussi, là c'était l'arrivée du RER Éole, que ce soit donc la première phase d'Éole, maintenant la deuxième, ça y est en service vers l'est parisien, mais là c'était Magenta et puis Haussmann Saint-Lazare. Et puis, comme tu le disais, donc ces gares nouvelles qui ont effectivement apporté une nouvelle configuration, puisqu'en fait elles doublonnent des gares centre-ville, avec l'idée que le TGV, s'il doit passer dans tous les centres-villes, à chaque fois, en gros, on perd 10 minutes sur le trajet. Alors 10 minutes, quand les trajets faisaient 5-6 heures, c'était pas grave. Maintenant qu'ils font 2 heures pour aller de centre-ville à centre-ville, on peut plus se le permettre. Et donc, ces gares qui sont des haltes et qui sont en même temps une autre manière d'accéder au réseau, souvent beaucoup plus simple pour toute une population qui habite dans le périurbain. Et qui perd un temps énorme à aller jusqu'à la gare centre. Donc c'est comme ça qu'ont été créés Avignon, Besançon, qui a montré, et puis beaucoup plus les dernières en date, la gare de Nîmes, Pont-du-Gard, donc qui est pratiquement contemporaine de la gare de Montpellier aussi que tu montrais sur la dernière ligne du TGV, donc le prolongement vers l'Espagne. Voilà. Et puis alors des gares nouvelles qui sont reconstruites, la reconstruction de la gare de Lorient, et à chaque fois on voit que les gares sont, alors je sais pas s'il faut les appeler néo-régionalistes, mais qui ont toujours, et c'est toujours une demande des collectivités, je veux que ma gare soit la gare de Lorient et pas autrement, quoi. C'est-à-dire que cette idée que donc là on prend à la fois, on peut dire que c'est un grand hangar à bateaux, c'est aussi la silhouette de ces bateaux de l'île de Groix, là. Bon, avec l'idée que, la présence du bois, comme dans la Charpente-Maritime, voilà, l'idée que les gares, aujourd'hui encore, sont à la fois complètement du réseau, ils sont toujours, Janus, quoi, et d'un autre côté, sont de la ville, et c'est toujours une demande, des collectivités à juste titre, quoi, que la personne qui arrive dans la ville de Lorient, et nulle part ailleurs. Et puis alors, quelques exemples justement à l'étranger pour montrer comment finalement, je crois que ce savoir-faire un peu français au départ sur les gares, grâce à ces équipes là qui avaient vraiment creusé cette réflexion du renouveau de la gare à l'époque de l'urbanité et de l'intermodalité, si je puis dire, ont pu étendre donc le travail là c'est à Turin, où donc c'était une réponse à un concours où il fallait en fait les voies ferrées
qui traversaient la ville de part en part ont été mises en souterrain, et à la place a été créé un boulevard qui du coup reliait les quartiers. Et il fallait faire un petit bâtiment à côté pour mener tout. Et la proposition qu'on avait faite à l'époque, c'était de faire une halle de 400 mètres de long, le long des voies ferrées, qui permettent de descendre en douceur par une rampe jusqu'au niveau des trains. Et en même temps, on s'inscrivait dans, là aussi, une typologie très turinoise, puisque Turin, si vous connaissez, il y a 18 kilomètres de galeries comme ça. On peut traverser toute la ville par des galeries, c'est absolument somptueux, qui sont des lieux de la vie sociale, qui sont des lieux qui font la qualité de la vie à Turin. Autre exemple, donc au Maroc, à Casa, la gare de Casa-Port, qui est exactement toujours sur le même principe. L'idée que finalement un hall de gare, c'est un petit bout d'espace public d'une place qu'on a couvert pour des raisons de confort évident, et dans lequel à un moment on converge, on trouve de l'information, on trouve du service, voire du commerce, en disant voilà que je veux dire, il y a toujours de lecture de ce commerce. Il y a un côté effectivement marchand, économique, mais il y a un côté service voyageur, quoi. À partir du moment où la gare retrouve sa place dans la ville, la ville rentre dans la gare aussi, et au passage, dans la vie quotidienne, d'un transport à l'autre, on a les services dont on a besoin sans faire de grands détours. Voilà, c'est une espèce de facilitation de la vie quotidienne. Et la gare de Casa-Port, c'est le Saint-Lazare de Casablanca, en fait, pour ceux qui connaissent. C'est la grande gare de banlieue pour les gens qui arrivent de Rabat, Salé, Mohamedia, jusqu'au centre-ville. Voilà. Avec là aussi des touches de locales, c'est la grande couverture, ça reprend les canons de la géométrie des palais marocains. Il y a un mouchard à pied là qui protège du soleil du soir à l'ouest. Et puis en Chine, alors on est toujours dans des échelles chinoises en Chine. C'est toujours c'était ce qui voilà, c'est les gares pour la foule, parce que la Chine, il y a beaucoup de monde et les gens arrivent très en avance. Donc, malgré le TGV, il y a une habitude d'arriver, donc les gens viennent s'installer avec le gros paquet, etc. Donc des salles d'attente immenses. Et là aussi, ce qu'on a apporté, c'est par rapport à ce qui existait avant, c'est d'avoir ces grands espaces qui permettent aux gens de se retrouver, de faire société, si je puis dire, et puis d'avoir cette visibilité du cheminement quand on prend le train. Voilà, je voulais juste vous montrer quelques images qui racontent de manière très résumée 30 ans de travail d'une équipe assez extraordinaire qui est réunie sur ces gares.